Hello. Je ne sais pas pour vous, mais quand il s'agit de débugger des applications front, on a souvent deux méthodes. La première, soit on procède par dichotomie, on supprime la moitié du code, ensuite la moitié de la moitié, jusqu'à isoler le code qui pose problème, ou alors on fout des consoles.log un peu partout. On est bien d'accord que ce n'est pas très efficace comme méthode. Du coup, on a la chance d'avoir Simon, qui est un développeur passionné, passionnant, qui va nous aider à être des héros du debug. Bonjour à tous, je vais faire pas mal de démos, donc pas mal d'allers-retours. Si ça vous donne un peu la gerbe, dites-le, je ralentirai un peu, quitte à ce qu'on enlève une petite partie. Voilà, le but est que tout le monde ne se mette pas à vomir à la moitié de la présentation. Du coup, je m'appelle Simon Belbéoc, je suis développeur full stack chez Octo Technologies depuis 6 ans et je fais du web depuis plus d'une dizaine d'années. Avant de commencer, j'aimerais savoir, à main levée, là, pour vous réveiller un peu, parce que je sais qu'on est tous en fin de journée, c'est un petit peu compliqué, qui débug justement à coup de console.log dans les fronts. Bon, c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Mais en fait, on pourrait se dire quelque chose. Le console.log, c'est simple, c'est efficace, c'est rapide. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire autrement? On pourrait se dire le console.log, et puis c'est tout, et on ne va pas plus loin, et on arrête le talk ici. C'est pas ce que je vais faire. Pourquoi déjà? Puisque le console.log ne fonctionne pas exactement comme on pense tous. Hop, je vais tout de suite vous ouvrir la console. Je vais regarder à première vue si vous arrivez à lire ce que j'écris sur la console. Est-ce que vous arrivez à lire? Je vais augmenter un petit peu. C'est mieux comme ça? Très bien. Donc on va faire une petite constante A qui va avoir lui-même un attribut Z qui a une valeur A. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais vous avez vos objets qui sont complexes, donc c'est normal. Et je vais faire mon petit console.log de A. Donc là on voit, j'ai mon console.log qui est assez classique, pas de problème. Malheureusement, dans mon code, j'ai une mutation sur A.Z.A qui vaut maintenant 3. Heureusement, j'ai fait mon console.log avant ma mutation, donc pas de souci. Quand je vais déplier mon console.log, je vais avoir Z qui vaut 2. Eh ben non. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites votre console.log, en réalité, ce n'est pas l'objet qui est logué, c'est une référence vers l'objet. Et tant que vous ne l'aurez pas déplié, vous aurez uniquement cette référence. Donc s'il y a une mutation dans votre code, vous pouvez passer des heures et des heures à chercher pour comprendre pourquoi est-ce que la valeur affichée n'est pas la valeur réellement interprétée. Donc pensez toujours à faire un petit json.stringify avant de faire votre console.log, sinon vous risquez de vous retrouver avec ces problématiques. Au-delà de ça, il y a différentes façons de faire. Par exemple, si vous avez un tableau, plutôt qu'utiliser un console.log et d'avoir un affichage qui est moche, et surtout, qui dit tableau, dit mutation possible, vous avez le console.table qui existe, qui va vous permettre de déstructurer automatiquement vos objets, et donc de pouvoir trier en même temps par ID, par nom, par prénom, en tout cas par chacun des attributs qui vous intéressent, de manière croissante, décroissante, par index, et surtout d'éviter tous les problèmes de mutation possibles. Au-delà du console.log, je pense que vous les connaissez déjà, mais que vous les utilisez peu, les consoles.info, les consoles.warn et les consoles.error. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants à utiliser? Il y a 3 raisons pour lesquelles ils sont importants à utiliser. La première, c'est pour pouvoir voir les niveaux d'information. Donc là, je vais en écrire quelques-uns en imaginant que vous êtes en train de débugger du code. Ok, on en met quelques-uns. Vous êtes en train de débugger du code et là, vous avez beaucoup de messages d'information. C'est beaucoup plus simple de trouver directement quelle est l'erreur par rapport à juste 5 consoles log. Au-delà de ça, on a aussi une petite stack trace dans les messages d'erreur et les messages de warning. Donc du coup, ça fait déjà un avantage qui est non négligeable. Deuxième avantage non négligeable, si vous avez beaucoup de logs, si vous avez mis sur tous les différents niveaux, vous pouvez directement les filtrer à gauche. Donc là, on a nos 3 messages d'erreur, et comme par magie, ils se sont regroupés, puisque c'est le même message d'erreur qui ont été déclenchés par le même clic, exactement à la même ligne du code. Et enfin, si vous utilisez un centraliseur de logs, comme Datadog ou Sentry, vous allez pouvoir les filtrer pour pouvoir retrouver beaucoup plus facilement uniquement vos messages d'erreur ou vos messages de warning et laisser passer tous les logs, ce qui va vous faire gagner et en performance et en lisibilité. Si jamais vous avez cherché à trouver des bottlenecks dans vos codes en JavaScript, vous avez sûrement, comme moi pendant très longtemps, fait const time1 égale new date, const time2 égale new date, const datediff égale date2 moins date1, console.log de datediff, et on est obligé de répéter cette étape à chaque fois qu'on souhaite avoir des différences de date.
La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne à peu près, modulo le temps de création de date. La meilleure nouvelle, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui fait ça pour nous tout seul. Il suffit de faire console.time pour créer un nouveau timer, console.timelog qui va vous permettre d'avoir le temps d'exécution entre chacun des timelogs, et console.timeend qui va vous dire le temps d'exécution total dans votre application, ce qui va vous permettre de détecter extrêmement facilement vos bottlenecks. Ici, par exemple, dans mon code, je charge les disponibilités d'une liste de 2 mois, et j'ai envie de savoir, dans mon repository, combien de temps chaque repository, le repository répond d'avoir un petit console.timelog, donc le temps d'exécution pour la récupération pour chaque mois. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais aller ici, je vais tout simplement aller faire un start time, je vais attendre quelques secondes histoire de laisser passer le temps, je fais un stop time, et là on voit j'ai mis 4,5 secondes et beaucoup de poussière pour cliquer. Donc ça fonctionne aussi pour les interactions utilisateurs, pour savoir combien de temps vos utilisateurs ont mis entre 2 interactions. Dernière chose intéressante, quand vous voulez savoir le temps d'exécution, vous pouvez aussi vouloir connaître le nombre de passages. Il y a la même chose qui existe, mais avec console.count. Vous mettez console.count et le libellé, et vous allez pouvoir savoir combien de fois est-ce que c'est passé. Donc dans mon cas, je peux savoir combien de mois est-ce que j'ai chargé, mais si vous utilisez du React et vous avez été surpris par React.strictMode, avec notamment les use effects qui sont réexécutés plusieurs fois, ça peut vous être très utile pour être sûr qu'il ne passe pas plusieurs fois dans un endroit où il ne devrait pas passer. Maintenant, c'est bien gentil, je vous ai montré plein de nouvelles choses pour rajouter plein de nouvelles consoles, mais vous ne voulez peut-être pas forcément pourrir le terminal de votre utilisateur. Du coup, on va faire quelque chose, on va se dire, je veux afficher une erreur uniquement si mon API me répond tableau vide. Ah oui, si je fais une typo, ça ne passera pas. Donc j'ai mon tableau vide. Et là maintenant, j'ai envie d'avoir uniquement mon erreur si mon tableau est vide. Donc vous allez me dire quelque chose de très simple, je peux faire un if result.length égale 0 console.error de message. Il y a une typo, donc je n'ai pas trop le temps de la refaire, mais vous allez me dire qu'on peut le faire comme ça assez facilement. Ah si, non, il n'y a pas de typo, on a bien le error de message, excusez-moi. Ça fonctionne, il n'y a aucun souci, mais au lieu de pourrir le terminal de votre utilisateur, vous avez pourri votre code. Est-ce que c'est vraiment mieux? C'est pas sûr. Ben, ça tombe bien, il y a une méthode qui existe, qui s'appelle console.assert, où vous allez lui donner une assertion. Donc là, mon insertion, c'est result.length supérieur à 0. Je pourrais lui mettre un message, on va lui mettre virgule message. Et voilà, et là on a result.length n'est pas supérieur à 0, donc j'ai mon message. Si par contre je push result.push de Toto et que je réexécute mon console.assert, oui, j'ai oublié le supérieur à 0, merci. Égal à 0. TH, merci. C'est le problème des démos en live. Et voilà, et là on n'a plus de message. Et donc du coup on n'a pourri ni notre code, vu qu'on a une seule ligne de code, et on n'a pas pourri non plus la console utilisateur, puisqu'on n'a pas notre message. Maintenant, si tout ça ne suffit pas, ou si jamais vous avez un message d'erreur, vous savez exactement où il est, donc vous êtes dans votre repo, vous savez que vous avez une erreur dans votre repo, mais vous ne savez pas par où exactement l'endroit où il y a eu l'erreur, ni par où il est passé, puisque votre repo peut être appelé à plusieurs endroits. La façon dont on fait, effectivement, c'est mettre des consoles, comme précisé juste avant, c'est mettre des consoles dans notre vue, dans notre service, dans notre store, puis ensuite on va les mettre dans notre repo, et en fait on a nos consoles.log, chacun a sa méthode, console.log Toto, console.log de 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une méthode beaucoup plus simple, c'est juste de rajouter un console.trace directement dans notre code, et là on verra tous les endroits par lesquels est passé notre code. Donc là je vais vous le montrer ici, console.trace, on voit que c'est un clic qui a déclenché cette fonction. Puis ensuite, on a appelé la fonction console_trace, ligne 66, qui a appelé la fonction 1, ligne 57, la fonction 2, ligne 60, puis ensuite la fonction trace, ligne 63, qui, elle, déclenche le console.trace. Ce qui vous permet du coup d'éviter d'avoir à faire des console.log à chaque fois et dire mince, j'ai encore oublié une couche, il faut que je la rajoute, ou alors finalement, ce n'était pas par cette vue, mais par telle autre vue ou par tel autre service. Au moins, vous avez directement l'information d'à quel endroit est-ce que vous avez votre bug.
Maintenant, on a vu tous ces consoles-là, c'est bien gentil, mais parfois les consoles ne suffisent pas à trouver un bug. Quand ça ne suffit pas à trouver un bug, on va faire appel au breakpoint. Ici, à main relevée très très rapide, qui a déjà utilisé des breakpoints dans le front? Ok, qui le fait? Gardez la main levée et vous le faites en cliquant dans le navigateur sur les sources? Ok, très bien. Alors, il y a deux façons pour le faire. Il y a dans le navigateur en cliquant sur les sources. Donc, je vais vous le montrer rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on va dans les sources. On va aller, donc, par exemple, dans console.error, on clique à gauche et on va chercher le console.error. Et là, on a notre breakpoint. Donc, je passe très rapidement puisque la majorité le font comme ça. Donc, c'est très pratique, ça fonctionne, mais tous ceux qui ont des applications en Vue, en React, en Angular ou qui ont des grosses applications, savent que c'est extrêmement complexe d'aller trouver la bonne partie du code où on a ça. Surtout qu'on a notre IDE ouvert, et dans notre IDE, on travaille sur une partie de code en particulier. Et là, on a quelque chose qui est génial, une commande magique qui s'appelle la commande debugger. Et il suffit tout simplement d'écrire debugger dans votre IDE là où vous avez votre code, et hop, on a un nouveau breakpoint qui s'ajoute, et sans avoir besoin d'aller dans le navigateur. Et donc là, on va pouvoir avancer dans notre debugger, et là, je vois, j'ai ma return value qui est à 8, mon A qui vaut 2, mon B qui vaut 2, et mon C qui vaut 3. Donc c'est extrêmement simple. Autre avantage, si la console est fermée, le debugger ne se lance pas. Donc je vous conseille quand même d'avoir un linter qui vérifie qu'il est bien enlevé pour la prod. Mais si vous oubliez quand même, ça ne se déclenchera pas pour vos utilisateurs. Hop. Maintenant qu'on a vu tout ça, normalement vous devriez être capable de débugger votre application. Je vais vous proposer de comprendre un petit peu mieux vos utilisateurs. Alors, pour ça, je vais vous demander de retenir 3 raccourcis. Et donc, pour ces 3 raccourcis, il y aura déjà 2 mots-clés que je vais vous demander de retenir. Ça va être très compliqué. Ça va être JavaScript et CSS. Ça devrait aller? Très bien. Pourquoi est-ce que je vous demande de retenir ces deux mots-clés? Puisqu'en fait, Google a pensé à un moyen mnémotechnique très simple pour ouvrir la console JavaScript et la console CSS. C'est commande option C et commande option J, ou contrôle maj C, contrôle maj J pour Windows et Linux. Et du coup, ça va vraiment nous aider. On n'aura plus besoin de faire clic droit, inspecter ou d'ouvrir une console pour changer, etc. On l'aura directement. Et la dernière commande magique, celle-là, c'est vraiment celle à retenir quand vous êtes dans la console JavaScript, c'est commande maj-p. Pour les utilisateurs d'IntelliJ, c'est l'équivalent du commande maj-a. Et en fait, ça va vous permettre de trouver toutes les fonctionnalités que proposent les Chrome DevTools. Donc, je vais vous le montrer. Donc je suis déjà sur ma console JavaScript, je vais changer d'onglet pour aller par exemple sur le blog Octo. Donc on se rappelle bien, donc c'est JavaScript pour ouvrir la console JavaScript. Donc commande option J, j'ouvre la commande JavaScript. Maintenant je vais faire commande maj P, et là je peux chercher absolument tout ce que je veux. Si ça existe dans les Chrome DevTools, vous le trouverez ici. Maintenant, ce que je vais vous proposer, donc pour comprendre vos utilisateurs, on va aller chercher par exemple une personne qui va avoir des troubles d'achromatopsie, donc les personnes qui ne voient pas les couleurs. Et donc voilà, ici vous pouvez simuler leur vision pour voir comment est-ce qu'ils peuvent voir le site internet. Il y a 4 ou 5 maladies associées aux yeux que vous pouvez simuler. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous pouvez les trouver assez facilement avec le raccourci. Autre chose que j'aime bien regarder en général, c'est les blurred vision, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des problèmes de vue. On est beaucoup à avoir des lunettes. Et là, en fait, on voit, ça simule des problèmes de vision floue. Donc là, on voit que c'est un petit peu moins lisible que tout à l'heure. Avec un outil loupe, ce serait intéressant de le voir. Ça fait exactement la même vue, c'est ça? Et ben voilà. Donc voilà, donc attention, ça ne vous permettra pas d'être compatible RG2A si vous faites ça, il faut vraiment faire quelque chose de plus poussé, mais par contre ça vous permettra de mieux comprendre vos utilisateurs et comment est-ce qu'ils utilisent votre site. Sortons du côté handicap et problèmes aux yeux, on va maintenant penser aux problèmes liés au device. Donc je vais aller toujours commande maj-p, je vous le répète, comme ça ça va finir par rester en tête. On va aller chercher les contrastes réduits. Donc pour vos utilisateurs qui regardent sur le téléphone, au soleil, dans le tramway ou sur un vieux PC. Et voilà, et là on peut voir, alors je ne sais pas, oui on arrive quand même à lire aussi sur cet écran. Donc on voit que le contraste est suffisant pour les utilisateurs qui regardent sur un écran comme ça. Plus besoin maintenant d'attendre qu'il fasse chaud, beau et d'aller au soleil pour voir ça. Hop, donc enfin pour terminer, oui c'est bon,
parfait. Pour terminer, il y a des astuces qui vous facilitent la vie. Ça, c'est celles qui ne servent ni à comprendre vos utilisateurs, ni à débugger dans la vie de tous les jours, etc., mais qui vont vraiment vous aider dans votre vie de développeur. Donc, pour commencer, imaginez, vous avez travaillé, donc moi, imaginons, j'ai travaillé sur le blog Octo, et donc commande option J, puisque je vais accéder à ma console développeur, commande -p pour pouvoir accéder à tout ce que fait l'outil. Et là, j'ai travaillé sur ma page Octo, et j'aimerais montrer à mon PO tout ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux prendre une extension, soit je peux prendre 15 captures d'écran et après tout simplement les coller les unes aux autres. Soit sinon, je peux faire directement screenshot, capture full size screenshot. Là, hop, comme par magie, j'ai un petit fichier qui est téléchargé. Et voilà, j'ai le site qui est téléchargé entièrement sur toute la longueur, en bonne qualité, et j'ai plus besoin de m'embêter à montrer à mon PO autre chose. Maintenant, moi, je suis un développeur qui travaille en Vue et en React ou en Web Component, donc j'ai une approche assez axée composants. Mon PO le sait, donc souvent il va me donner des US qui sont liés à mes composants. Comment est-ce que je peux faire pour faire la même chose pour ce composant-là? Je sais, je peux prendre ma capture d'écran, la découper, la cropper, elle sera décalée de quelques pixels sur le côté. Pareil, ce sera toujours un petit peu pas terrible. Là, cette fois-ci, je vais ouvrir ma console CSS, donc commande option C. Je vais sélectionner le composant sur lequel j'ai travaillé, donc ici mon article list item. Je vais aller dans ma console JavaScript, et là maintenant je vais faire toujours, est-ce que quelqu'un l'a, le raccourci? Non, toujours pas. Bon, commande -p, je vais taper screenshot, et là je vais faire capture not screenshot. Et là, toujours comme tout à l'heure, comme par magie, il m'a téléchargé un fichier. Et là, comme par hasard, ce fichier, c'est le fichier du composant sur lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai plus qu'à l'envoyer sur Jira ou sur l'outil de ticketing que j'utilise. Et mon PO est content puisqu'il est au courant de ce que j'ai fait. Maintenant, mon PO, disons qu'il n'est pas très content de ce que j'ai fait. Et que je n'ai pas envie de passer 3 heures avec lui puisqu'il chipote sur des détails où il veut tester ce que ça donne sur 2 lignes, sur une ligne ou avec des choses un petit peu particulières. On va pouvoir lui apprendre à taper document.designMode égale on. Et à partir de là, le site sur lequel vous êtes passe entièrement en mode édition. Par exemple, je fais Cloud and Platform and Software Engineering. Et là, voilà. Et là, mon PO, il peut me faire un retour en disant que, attention, sur 4 lignes, ça passe plus. Par contre, ici, si je vais ici et que je remplace le titre et que je vais un peu, donc 3 lignes, ça passe encore. 4 lignes, ça passe encore. On peut regarder qu'est-ce que ça donne avec un nom de famille très très long. Pareil, pas de souci, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et ensuite, après, mon PO va pouvoir prendre sa capture d'écran et me l'envoyer. Je vais le remettre à off, puisque ça continue. Hop. Je vais actualiser ma page, histoire de ne pas garder toutes ces modifications-là. Voilà. Maintenant, dans les 2 dernières minutes, je vais vous montrer 2 dernières astuces. Alors, la première astuce, parmi vous, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font soit un peu de rétro-engineering sur des sites, ne serait-ce que pour supprimer des éléments, pour passer des pubs, pour faire ce que vous voulez. Ou alors, quand vous voulez modifier un contenu et que vous n'avez pas d'ID, là, typiquement, je vais modifier un ID qui a une classe. Donc, pour pouvoir le sélectionner, il faudrait que je fasse document.querySelector de .articleListItem, puis ensuite, je prendrai le 0ème, etc. Mais je l'ai sélectionné dans mon classe CSS. Pourquoi m'embêter à faire quoi que ce soit alors que je peux faire juste $0 et là, automatiquement, ça fonctionnera. Ce qui est pas mal avec ça, c'est qu'en fait, vous n'avez même pas besoin d'avoir ni classe ni ID, et automatiquement, il est capable de comprendre que c'est celui que vous avez sélectionné. Donc maintenant, toujours dans l'histoire de rétro-engineering, ou alors de comprendre ce qu'a fait votre collègue il y a 2 ans quand il était bourré en train de faire ses événements, on va faire un monitor event de $0, monitor events de $0, excusez-moi. Et là, voilà, on voit tout de suite que j'ai tous les événements qui sont capturés. Donc comme ça, je peux comprendre comment fonctionne le site sur certaines parties du site. Là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Vous allez me dire, oui, t'es bien gentil, Simon, mais moi, j'ai juste besoin de comprendre, j'ai besoin d'un événement spécifique. Donc ça pourrait être un événement custom, mais moi, je vais juste prendre le clic, puisque au moins, je sais qu'il existe. Et là, quand j'y vais, unmonitor, pardon, hop, on va monitor le clic. Et là, donc quand je passe au-dessus, je n'ai plus tous les autres événements. Et quand je clique, par contre, le clic est bien monitor. Voilà, donc je vais le monitor à nouveau.
Et la dernière chose que je vais vous présenter, ce sera le paint flashing. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile. Ce sera du coup donc commande -p, toujours. C'est la dernière fois que je le répète, donc c'est le moment de le noter. L'idée est de noter paint flashing rectangle. Et là, à partir de là, vous avez tout ce qui est en vert ici. C'est ce qui va être re-rendu par le navigateur. Attention, on ne parle pas de re-rendu de framework, on parle de repainting. Donc du coup, là, on voit que le site est plutôt bien foutu, donc on n'a pas de saut, mais si je vais volontairement le casser, donc je vais aller récupérer ici, je vais forcer le stylo over, je vais aller le modifier, je vais rajouter une petite border box, une petite border de 2px solide transparent, voilà, et donc là, quand on voit ici, on voit que quand je passe au-dessus d'ici, donc en soi, on ne se rend pas compte qu'il y a un re-rendu de la ligne quand on va directement dessus, mais en fait, grâce au paint flashing, on est capable de voir que toute la ligne est re-rendue par le navigateur. Ce qui veut dire qu'on a des gros problèmes de performance potentiellement. Donc ça arrive notamment quand vos enfants changent de taille. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez récupérer une cheat sheet avec tout ce dont j'ai parlé et plus encore en scannant le QR code de gauche. Et si vous voulez faire un retour des feedbacks que vous ayez apprécié ou pas, n'hésitez pas à scanner à droite pour avoir le reste. Merci beaucoup. Merci Simon, très intéressant. On pourra prendre une ou deux questions, je pense. Après, vous pouvez vous rapprocher de lui pour en savoir plus. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, c'était très clair. Après, n'hésitez pas à vous rapprocher de Simon. Ouais, je reste ici si besoin.